Attila, fléau de Dieu, souverain de l'Europe. Le VE siècle. Une époque où l'Empire romain s'effondrait à l'ouest, luttait pour son existence à l'est, et où l'Europe était secouée par les vagues chaotiques de la grande migration des peuples. En cette période chaotique et incertaine, une tribu surgit des profondeurs de l'Asie centrale, dont le nom même inspira la terreur aux peuples d'Europe, les Huns. Et de cette tribu émergea un chef dont le nom allait figurer parmi les souverains les plus impitoyables, les plus puissants et les plus mystérieux de tous les temps, Attila. Connu en Occident sous le nom de « fléau de Dieu », Flagellum Dei, et considéré par son peuple comme un dirigeant courageux et invincible, Attila a redessiné la carte politique de l'Europe durant son règne court mais extrêmement efficace, a mis à genoux deux empires gigantesques et a inscrit son nom en lettres indélébiles dans l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parcourir sa vie pour tenter de comprendre qui était ce leader légendaire, comment il est devenu célèbre, quels objectifs il a défendus et quel héritage il a laissé derrière lui. Jeunesse et ascension, des steppes à l'Empire. Bien que la date et le lieu exact de la naissance d'Attila soient inconnus, les historiens pensent qu'il est né vers 406 en Pannonie ou à proximité, dans l'actuelle Hongrie. Il appartenait à la noblesse unique. Son père était Munjuk Khan, l'un des chefs Huns. Après la mort prématurée de son père, Attila et son frère aîné Bleda furent confiés à leur oncle Rua, ou Rugila. À la cour de Rouen, Attila reçut une formation non seulement martiale, mais aussi de chef. Il apprit à tirer à l'arc, à monter à cheval et à manier l'épée à la perfection, conformément aux traditions de l'époque. Mais surtout, il maîtrisait l'art de la stratégie militaire, de la diplomatie et de la gestion de divers peuples. On pense qu'il connaissait le latin et le gothique et participait aux négociations avec les ambassadeurs romains. Ce furent les premiers signes de son habileté dans les jeux politiques complexes qu'il allait mener avec les Romains. Après la mort de leur oncle Rua en 434, Attila et son frère Bleda devinrent co-dirigeants des tribus Huns. Les premières années de leur règne furent consacrées au renforcement des frontières de l'Empire unique et à la soumission des tribus voisines. Durant cette période, la puissance unique s'était tellement accrue que l'Empire romain d'Orient, byzantin, fut contraint de payer un lourd tribut pour maintenir la paix avec eux. Par le traité de Margaux, aujourd'hui Poharevac, signé en 435, Byzance accepta de doubler le tribut annuel en or versé aux Huns, le portant à 700 livres, environ 230 kg, et de renvoyer tous les déserteurs qui avaient fui les Huns. Ce fut la première grande victoire diplomatique d'Attila et de Bleda contre Rome. Mais une lutte de pouvoir entre les frères était inévitable. Vers 445, Bleda mourut mystérieusement. De nombreux historiens pensent qu'Attila destitua son frère pour devenir le seul souverain. Avec la mort de Bleda, Attila devint le souverain unique et absolu d'un vaste empire s'étendant du Rhin à l'Oural et du Danube à la mer Baltique. Coup du fouet de Dieu, marche sur Rome. Le règne d'Attila, souverain unique, débuta avec la politique plus agressive et destructrice des Huns envers l'Europe. Ses principales cibles étaient les empires romains d'Orient et d'Occident, qui brillaient par leur richesse et étaient encore considérés comme les superpuissances mondiales. Dévastation des Balkans, 441 à 447. En 441, Attila, prétextant que Byzance avait violé les termes du traité de Margaux, traversa le Danube et lança une campagne dévastatrice dans la péninsule balkanique. Des dizaines de cités romaines riches et fortifiées, telles que Viminacium, Margaux, Saint-Gidunum, aujourd'hui Belgrade, et Nessu, aujourd'hui Ni, furent prises et pillées les unes après les autres. L'armée unique avança jusqu'au mur de Constantinople. Pour sauver la capitale, l'empereur Théodose II fut contraint de conclure un nouveau traité de paix, plus humiliant, avec Attila. Avec la paix d'Anatole, signée en 447, Byzance accepta de payer un tribut unique de 6000 livres et un tribut annuel de 2100 livres, environ 700 kg, d'or. C'était un lourd fardeau financier et une grande honte pour la Rome d'Orient. Attila avait réussi à écraser Rome non seulement par sa puissance militaire, mais aussi économique. Invasion de la Gaule et bataille de la plaine catalane, 451. Après avoir soumis la Rome d'Orient, Attila se tourna vers l'Occident. Le prétexte de cette marche était plutôt étrange. Honoria, la sœur de l'empereur romain d'Occident Valentinien III, avait envoyé à Attila une bague de fiançailles pour l'aider à échapper à un mariage forcé. Attila prit ce geste pour une demande en mariage et exigea la moitié de l'empire en dot. Naturellement, cette demande fut rejetée, et Attila eut l'excuse parfaite pour déclencher une guerre. Mais cette fois, il affrontait un adversaire différent. Le célèbre général romain Flavius Aetius avait rassemblé une armée coalisée composée de Romains et de Visigoths, leurs anciens ennemis désormais alliés contre les Huns. Les deux redoutables armées s'affrontèrent le 20 juin 451,
dans la plaine de Catalogne, dans le nord de la France, également connue sous le nom de bataille de Châlons. Ce fut l'une des batailles les plus sanglantes et décisives du monde antique. Le roi wisigoth Théodoric Ier fut tué au combat, mais les Wisigoths, menés par son fils Torismond, lancèrent une contre-attaque impitoyable. Les combats furent si acharnés que les deux camps subirent des dizaines de milliers de pertes. Attila fut finalement contraint de battre en retraite. Ce fut sa première et unique défaite majeure. Si la bataille de Catalogne mit fin à la légende de l'invincibilité d'Attila, elle ne brisa pas complètement son pouvoir. Marche vers l'Italie et rencontre avec le pape Léon Ier, 452. Un an seulement après l'échec de Catalogne, en 452, Attila se regroupa et attaqua cette fois directement l'Italie, cœur de l'Empire romain. Traversant les Alpes, l'armée unique captura et pilla de nombreuses cités prospères du nord de l'Italie, comme Aquilée, Padoue, Vérone et Milan. La route menait à Rome, et le sort de la « ville éternelle » était en jeu. L'empereur Valentinien III envisageait de fuir Ravenne, sa capitale. À ce moment désespéré, eut lieu l'une des missions diplomatiques les plus spectaculaires de l'histoire. Le pape Léon Ier, accompagné d'un groupe de sénateurs, se rendit au camp d'Attila, sur les rives du Mincio, près de l'actuel Mantoue. Les détails de la conversation qui s'y déroula ne sont pas entièrement connus. Certaines sources chrétiennes affirment que le chef unique se retira grâce à l'intervention divine du pape et à l'apparition des apôtres Pierre et Paul à Attila, qui l'effrayèrent. Mais il y avait des raisons plus réalistes. L'armée d'Attila était ravagée par la famine et la maladie, la nouvelle était arrivée que l'empereur romain d'Orient Marcien envoyait une armée dans les terres uniques du Danube, et il ne voulait pas risquer une nouvelle bataille majeure après les lourdes pertes subies en Catalogne. Quelle que soit la raison, le résultat fut le même, Attila revint sans prendre Rome. Cet événement renforça considérablement le prestige de l'autorité papale. La personnalité et le palais d'Attila, à travers les yeux de Priscus. Quel genre d'homme était Attila? Dans les descriptions de ses ennemis, il est présenté comme un homme sanguinaire, barbare et ennemi de la civilisation. Cependant, l'une des informations les plus fiables à son sujet nous est fournie par l'historien Priscus, qui était à sa cour dans le cadre de l'ambassade byzantine en 449. Dans les notes de Priscus, Attila apparaît sous un tout autre jour. Il est décrit comme petit, large d'épaules, avec une grosse tête, des yeux bridés et une barbe clairsemée. Malgré son apparence imposante, son comportement était dépourvu d'arrogance. Décrivant un banquet donné au palais d'Attila, Priscus écrit que, si le vin était servi aux invités dans des coupes d'or et d'argent, Attila lui-même mangeait dans des plats et buvait dans des coupes en bois. Ses vêtements étaient simples mais propres. Le fourreau de son épée et la selle de son cheval n'étaient pas ornés de pierres précieuses. Cette simplicité témoignait de sa proximité avec son peuple et de son mépris pour le luxe romain. C'était un chef sérieux et réfléchi, peu bavard, mais qui, lorsqu'il parlait, était écouté avec attention. Il était ferme dans ses décisions et impitoyable dans sa justice. Ses soldats lui témoignaient un profond respect et une loyauté sans faille. C'était un commandant cruel en guerre, un diplomate habile et un dirigeant sage en temps de paix. Mort mystérieuse et chute de l'Empire. En 453, de retour de sa campagne d'Italie, Attila décida d'épouser Ildico, une jeune et belle jeune fille d'origine germanique. Un grand festin fut organisé la nuit de noces. Cependant, au matin, Attila fut retrouvé mort dans son lit. La cause de sa mort reste sujette à débat. Selon la version officielle, il mourut asphyxié par de violents saignements de nez après avoir bu trop de vin la nuit de noces. Cependant, certains historiens n'excluent pas qu'il ait été tué par sa nouvelle épouse Ildico ou à la suite d'une conspiration byzantine. La mort d'Attila fut aussi légendaire que ses funérailles. Son corps fut placé dans un cercueil à 3 niveaux, le plus profond était en or, celui du milieu en argent et le sommet en fer. L'or et l'argent symbolisaient ses richesses, et le fer ses victoires sur ses ennemis. Il fut enterré dans un lieu secret, parmi d'innombrables trésors, et tous les esclaves qui connaissaient l'emplacement du tombeau furent tués pour préserver le secret. Le tombeau d'Attila n'a jamais été retrouvé à ce jour. L'immense empire, maintenu par le charisme et la volonté de faire d'Attila, s'effondra rapidement après sa mort. Ses fils, Élac, Dangisic et Irnec, commencèrent à se disputer le pouvoir. Profitant de ces conflits internes, les tribus germaniques soumises, Ostrogoths, Gépides, se rebellèrent. En 454, lors de la bataille sur les rives du Nedao, les Huns subirent une lourde défaite et le fils aîné d'Attila, Élac, fut tué. Cette bataille mit fin à la domination unique en Europe.
Les 1 survivants se retirèrent dans les steppes au nord de la mer Noire et disparurent peu après de l'histoire. Héritage, du « fléau de Dieu » au héros national. L'héritage d'Attila varie selon qui parle de lui. En Europe occidentale, et particulièrement dans la tradition romano-chrétienne, son nom est devenu synonyme de destruction, de sauvagerie et de peur pendant des siècles. Il était un fléau envoyé par Dieu pour punir les chrétiens pécheurs, le « fléau de Dieu ». Cependant, dans les épopées germaniques et scandinaves, comme le « Chant des Nibelungen », Attila, sous le nom d'Etzel, est dépeint comme un souverain plus positif, noble et hospitalier. Pour les peuples turcs et hongrois, Attila a une signification totalement différente. Il est considéré comme un grand conquérant, un empereur puissant et un héros national. En Hongrie et en Turquie, le prénom Attila, ou Attila, est encore aujourd'hui un prénom masculin populaire. Son personnage est devenu le symbole d'un puissant dirigeant asiatique qui a bâti un vaste empire au cœur de l'Europe, a défié Rome et a imposé ses propres règles. Le résultat. Attila est l'une des figures les plus influentes et les plus controversées de l'histoire. Il a changé le destin de l'Europe en seulement 20 ans. Ses campagnes ont accéléré l'effondrement de l'Empire romain, déclenché la « grande migration des peuples » et joué un rôle majeur dans le façonnement de la carte ethnique et politique de l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il était, d'un côté, un conquérant qui a incendié des villes et détruit des cultures, et de l'autre, un dirigeant brillant qui a uni son peuple, lui insufflant un sentiment de fierté et de triomphe. Son histoire est une épopée inoubliable de pouvoir, d'ambition, de choc des civilisations et de la façon dont un seul homme peut changer le cours de l'histoire. L'Europe, qui a entendu les sabots du cheval d'Attila, n'a plus jamais été la même.